Pour ne rien rater de nos programmes, n'oubliez pas de vous abonner à nos deux chaînes YouTube, le Média TV et le Média 24/7, et d'activer la cloche. Rebonjour pour ceux qui étaient avec nous à 8 h du matin. Désolé, on a rencontré un petit problème technique et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Je vais vous parler d'une histoire d'infiltration, un projet politique masqué sous l'encens et les soutanes, selon les révélations explosives de Mediapart, sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Un cercle ultra-conservateur proche de l'OPSDI et du Vatican aurait directement influencé la politique de l'État français. Si vous croyez en une république à l'abri des influences confessionnelles, vous découvrirez en lisant cette enquête l'entrisme discret mais redoutablement organisé d'une droite catholique identitaire dans les rouages du pouvoir. On apprend tout ça au moment où on veut nous faire avaler des couleuvres. L'entrisme aujourd'hui en France, c'est l'entrisme des frères musulmans. Et l'un de ceux qui a mené l'enquête, le journaliste Antione Rouget, est avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour. Et c'est l'heure de l'entretien. Alors l'enquête est fascinante, hein, mais comment elle est née? Qu'est-ce qui vous a mis sur la piste de ces archives de Patrick Buisson? Alors il y a quelques mois, en lisant Le Canard enchaîné, on a découvert avec mon collègue Fabrice Arfi que les archives de Patrick Buisson continuaient à parler en 2025. Patrick Buisson, c'était un des principaux conseillers de Nicolas Sarkozy, qui était un homme de l'ombre, qui n'a pas resté dans aucun organigramme, mais qui a pris entre 2007 et 2012 un poids considérable au sein de la présidence de la République. Et c'était un homme qui est décédé en décembre 2023, mais qui était extrêmement méthodique, paranoïaque, et donc il enregistrait tout le monde, il prenait énormément de notes, il classait ses archives, etc. C'est vrai qu'après le décès de Patrick Buisson, il y a eu énormément de questionnements pour savoir où pouvait être ce matériau. Et donc en début d'année 2025, en lisant Le Canard enchaîné, on s'aperçoit dans une série d'articles du Canard enchaîné est fait référence à l'existence de ces archives, aux informations que pourraient contenir ces archives. Et donc avec Fabrice Arfi, on se met en chasse finalement de ces documents, sans savoir réellement en fait ce qu'on va réussir à récupérer. Vous mettez la main sur ces archives, donc audio et des mails également. Des données donc, qui comportent à la fois des notes rédigées par Patrick Buisson, des revues de presse, aussi des comptes rendus de ses journées, des emails qu'il a archivés, énormément de mails, des SMS également qu'il conservait, et des enregistrements audio. Et donc ce qu'on va faire, c'est se plonger dans cette masse de documents avec des choses qui sont extrêmement variables, en fait, des informations qui pour nous sont absolument déterminantes, comme celles qu'on a mis dans l'article que vous avez évoqué, et puis des choses qui sont beaucoup plus futiles, voire qui relèvent de la vie privée. Et il y a une difficulté avec ce type de matériaux, c'est que des fois on peut être envahi en fait par la masse d'informations et ne plus distinguer et discerner ce qui est réellement important de ce qui pourrait être secondaire. On pourrait se faire plaisir peut-être à raconter des petits détails de la présidence de la République, comme les feuilletons finalement d'une monarchie. En réalité, ce qu'on a voulu extraire, c'est vraiment avec ce premier article, mais ensuite le travail qu'on va continuer à mener, c'est vraiment ce qui relève pour nous de l'intérêt majeur du public, d'informer comment fonctionnait la présidence Sarkozy à travers le regard et les actions de Patrick Buisson, et aussi ce qui relève d'une forme d'actualité. C'est-à-dire qu'il y a une tendance aujourd'hui à classer ce quinquennat-là 2007-2012 et un certain nombre de stratégies et de points de vue idéologiques comme quelque chose relevant du passé. Et ce qu'on voit à travers cette enquête, c'est que en fait, tous les acteurs de la galaxie Buisson, qu'il a mis en place, qu'il a promu, à qui il a finalement infusé sa propre stratégie, en fait, sont aujourd'hui des personnalités
plus ou moins connus du grand public, mais en tout cas qui œuvrent au Parce sein de l'appareil d'État. Vous commencez avec Sarkozy, vous finissez bien votre enquête avec une ouverture sur Bruno Retailleau. On va en parler justement tout au long de l'interview. Donc vous parlez beaucoup de Patrick Buisson, tout part de ce personnage. Qui était-il? Donc vous l'avez dit, le conseiller politique de Nicolas Sarkozy. Vous l'appelez même le spin doctor. C'est vrai qu'il agissait un peu dans l'ombre pour dorer un peu l'image de ce président. Et c'est un militant d'extrême droite, en fait, Patrick Buisson. On publie dans l'article sa carte quand il était dans le mouvement d'extrême droite Occident, mouvement étudiant. Ensuite, dans les années 70, c'est un idéologue qui a théorisé vraiment la stratégie de bataille culturelle de l'extrême droite en disant la gauche radicale s'organise et nous, il faut qu'on finalement, dans une analyse très gramscienne, il faut qu'en fait on s'approprie aussi ce concept de bataille culturelle qui est aujourd'hui un projet politique porté par Vincent Bolloré et Pierre-Édouard Stérin. C'est là où il y a vraiment une genèse de la stratégie qualifiée d'union des droites en France, vraiment d'investissement et finalement de conception d'un projet métapolitique. En fait, la bataille politique pour Patrick Buisson, de l'extrême droite, des groupuscules d'extrême droite jusqu'à la présidence de la République, c'est vraiment d'investir tous les champs de l'action publique. Et c'est ce qu'on voit à travers ces éléments-là, ça va être la présidence de la République, mais aussi la religion, l'organisation du catholicisme en France, les médias. Il travaillait à cette époque-là à la fois comme conseiller de Nicolas Sarkozy, mais il était salarié de Martin Bouygues du groupe TF1. Et donc on voit que finalement il est à son apogée en fait dans ces années-là et vraiment avec un niveau de pouvoir qui est incommensurable. Donc, plus jeune, il adhère aux idées d'extrême droite et puis après, il comprend que ces idées, il peut les infuser au niveau de la République et au niveau de Nicolas Sarkozy. Donc, il a joué un rôle essentiel dans la promotion des idées catho, tradi, réac, mais il a réussi parce qu'il agissait en réseau. Il avait un moteur qui était une capacité de travail et de persuasion qui est même vertigineuse en fait quand on le voit avec le recul, se dire que finalement la stratégie de la présidence de la République, d'un chef de l'État, en fait, pouvait être autant reposé autant sur une personne. Vous le disiez tout à l'heure, Nicolas Sarkozy lui a donné le pouvoir finalement. C'est Patrick Buisson qui gérait tout dans l'ombre. Et Patrick Buisson a réussi à lui prendre avec une stratégie qui était de le conseiller, de le rassurer dans ses choix. Parce que, et c'est un autre volet, mais Patrick Buisson a été condamné pour des faits de favoritisme et de détournement de fonds publics parce qu'il fournissait des conseils à Nicolas Sarkozy. Il s'est fait aussi beaucoup d'argent. Le moteur de Patrick Buisson, ce n'est peut-être pas que l'idéologie, mais c'est aussi 2,7 millions de conseils et de sondages facturés à la présidence de la République. Je tiens à rappeler que c'est de l'argent public oui. qui a été utilisé. Et donc, il rassurait Nicolas Sarkozy avec des sondages, avec des enquêtes d'opinion, en disant mais en fait la ligne politique que nous sommes en train de déployer, et on se souvient à quel point ce quinquennat 2007-2012 a été en fait un glissement sans précédent vers une ligne identitaire flirtant avec l'extrême droite de ce qu'on peut appeler l'héritage de la droite gaulliste en France. Non, c'est plus un flirt quand on lit votre enquête. Voilà, et quand on voit en fait la capacité qu'a eu Patrick Buisson à aimanter Nicolas Sarkozy et à l'attirer sans cesse plus vers l'extrême droite, on se dit effectivement que même d'un point de vue de sciences politiques, institutionnelles, c'est assez incroyable en fait de voir que d'habitude on a l'impression que des arbitrages politiques sont pris aussi dans des équilibres entre des tendances et de ça. En fait, Patrick Buisson avait réussi à capter l'agenda idéologique de Nicolas Sarkozy et ça s'est accéléré à la fin du quinquennat parce que Nicolas Sarkozy sentait bien qu'il avait besoin de durcir sa ligne face à la gauche pour tenter d'être réélu. Alors comment il a fait ce Patrick Buisson? Vous le dites, il a gagné la confiance de la plume de Nicolas Sarkozy. Camille Pascal, donc Patrick Buisson, a donc œuvré à la réécriture de tous les discours de Nicolas Sarkozy. En fait, on se rend compte que, et c'est
c'est assez fascinant. Je parlais tout à l'heure de monarchie. En fait, il y a un fonctionnement de cour, évidemment, autour du président de la République au sein du palais de l'Élysée. Et donc, Patrick Buisson, ayant lui-même un accès direct à Nicolas Sarkozy, a aussi travaillé en confiance de 2011 à 2012 avec Camille Pascal, qui était donc le conseiller de discours de Nicolas Sarkozy, qui est un catholique conservateur. Lui-même dit que son retour à la foi, il l'a fait après l'élection de Benoît XVI à Rome. Et on voit dans les documents, et on explicite certains mails dans l'article, que Camille Pascal, en fait, travaille en symbiose avec Patrick Buisson contre finalement ce qu'ils appellent les technocrates de la présidence de la République. Il lui en envoie en amont un certain nombre de discours sur les valeurs chrétiennes de la France, sur Jeanne d'Arc, et qui sont à chaque fois des discours qui vont intervenir dans cette année 2011-2012. Dans cette enquête, vous parlez d'un discours précis de Nicolas Sarkozy. Tout à fait, au Puy-en-Velay, qui va être un discours sur l'identité française et les racines chrétiennes de la France. Et donc Camille Pascal adresse à chaque fois ces discours à Patrick Buisson de manière confidentiel, en disant qu'il n'en a pas référé aux autres membres du cabinet, et surtout qu'il les envoie tardivement au reste de l'équipe, justement pour pas qu'ils soient retouchés et que des lignes peut-être plus libérales puissent intervenir et essayer de changer la donne. Donc on voit aussi que c'est à ce niveau de détail. Donc même s'il y avait que garde-fou, de toute façon c'était impossible. Voilà, c'est ça, c'était vraiment quelque chose qui était une stratégie théorisée, mise en œuvre par des personnes qui avaient une même ligne idéologique à côté de Nicolas Sarkozy. Alors ce Camille Pascal, la plume de Nicolas Sarkozy, qui écrivait les discours du président avec l'aide de Patrick Buisson, vous l'avez interrogé. Que vous a-t-il dit ? Eh bien, moi, ce qui m'a intéressé, c'est qu'un certain nombre d'acteurs qui sont cités dans cette enquête, donc je le disais, ont encore aujourd'hui des poids politiques importants et sont par exemple des acteurs qui ont aussi développé le discours sur l'entrisme musulman en France, sur le communautarisme. Voilà, c'est aussi toute cette ambiance-là, en fait, et donc c'est assez fascinant. On pourrait dire ironique si c'était pas aussi grave de voir que en fait il y a un double standard dans la manière dont ils peuvent appréhender, y compris le fait religieux en France, la question de la laïcité par exemple. Et donc Camille Pascal, je lui ai demandé si en fait finalement il n'y avait pas une forme de stratégie communautariste, parce que ces discours-là qui sont retravaillés en 2011 et en 2012, et ensuite la manière dont est organisée la campagne de Nicolas Sarkozy, on voit bien qu'il y a une stratégie électoraliste vis-à-vis des ce que eux-mêmes appellent les cathoréaques. C'est pas une expression de Mediapart, hein, c'est eux-mêmes qui donnent ce qualificatif là, et donc on lui a demandé si finalement voilà il n'y avait pas un double standard, et en fait lui il assume complètement. Tout en disant que pour lui, Patrick Buisson, c'était pas un polémiste autour de Nicolas Sarkozy, mais c'était un stratège politique, qu'il échangeait avec lui comme il pouvait échanger avec d'autres conseillers. Donc il minimise ce rapport-là, mais par contre il assume la ligne idéologique qu'il portait à l'époque. Et en plus de tout ça, il y a une stratégie d'influence auprès du Vatican, une volonté de contrôler les nominations épiscopales. C'est ça qui est assez intéressant, c'est de voir que de la même manière que dans la sphère politique, on voit bien que ce n'est pas un bloc monolithique et qu'il y a des lignes de tension, et que Patrick Buisson joue de ces lignes de tension, eh bien, il y a aussi une stratégie vis-à-vis de l'épiscopat français, avec quelque chose qui peut paraître amusant de l'extérieur, mais une inquiétude de Patrick Buisson de voir la conférence des évêques de France basculer à gauche, dans la perspective toujours électorale de la réélection de Nicolas Sarkozy, dans un moment de tension avec le Vatican, avec Benoît XVI qui est l'égérie des traditionalistes et dont les choix sont contestés, y compris par de nombreux catholiques en France. Et donc
Patrick Buisson s'organise avec un religieux qui est extrêmement important, qui est un archevêque, Nicolas Thévenin, représentant du pape à Rome, et ils s'organisent ensemble, ils dialoguent pour notamment dans une stratégie de nomination des évêques qui aboutit par exemple à la nomination de Marc Hayet, qui est un évêque traditionnaliste, toujours en fonction à Bayonne. Marc Hayet, c'est l'icône de l'extrême droite catholique, hein. Il a été bombardé à la tête du diocèse de Bayonne. Quelle lecture maintenant vous faites de cette nomination un peu express? C'est très intéressant parce que y compris aujourd'hui encore, des catholiques, des curés, des prêtres de ce diocèse-là ne comprennent pas pourquoi ils ont vu arriver ce prélat qui est membre de la communauté Saint-Martin, qui est vraiment une communauté traditionnaliste dans l'Église. Et donc Marc Hayet a été comme on l'écrit, bombardé en 2008 à la tête du diocèse. Et en fait, on se rend compte dans les archives qu'en fait, c'est un choix de Nicolas Thévenin, lequel échange avec Patrick Buisson, et que en fait, le moteur de ces désignations, c'est un moteur idéologique. Et que là aussi, on est au cœur des lignes de fracture au sein de l'Église catholique, avec donc un courant réactionnaire, traditionnaliste, qui surinvestit la question de la promotion des curés, des évêques, etc. Et on parle bien pour de essayer de mailler. C'est ce courant-là qui était avec Nicolas Sarkozy et Marc Hayet. C'est aussi le seul évêque de France à avoir refusé d'ouvrir ses archives à la commission Sauvé sur les violences sexuelles dans l'Église. Oui, mais c'est là toute l'hypocrisie d'un camp politique qui prétend défendre la vie et protéger les enfants, mais qui, dès lors qu'il s'agit de protéger leur propre institution, en fait, font passer d'abord leurs intérêts. Qui utilisait qui finalement? L'Église utilisait la politique ou la politique utilisait l'Église? Ouais, c'est une question très intéressante et on se rend compte qu'il y a des va-et-vient. C'est-à-dire que de la même manière que Nicolas Thévenin, donc l'archevêque dont j'ai parlé, a été décoré de la Légion d'honneur pour les services rendus, notamment dans les relations entre Nicolas Sarkozy et Benoît XVI. Eh bien, Patrick Buisson, lui, a été décoré de l'ordre de Saint-Grégoire par le Vatican, qui est une des plus grandes distinctions du Vatican, pour service rendu pour l'Église vis-à-vis de la République. Et on se rend compte que finalement, Patrick Buisson, il a voulu être, et il a réussi à être, le point de colle, en fait, entre ces deux institutions dans une visée pécuniaire, financière, on l'a expliqué tout à l'heure, tactique, pour la réélection de Nicolas Sarkozy, et idéologique dans un combat culturel traditionnaliste. Alors pour qu'on comprenne bien ce que vous écriviez dans votre enquête, que c'est une lettre envoyée par Monseigneur Thévenin au gouvernement du Vatican, je vais le citer. Il apparaît fortement que son action, l'action de Patrick Buisson, au plus près de Monsieur Sarkozy, a permis d'empêcher que des influences plus hostiles au message de l'Église ne puissent s'exercer sur la politique de la France. Ça, c'est un message que vous avez lu de vos propres yeux. Oui, donc c'est un mail justifiant de la décoration accordée à Patrick Buisson. On a envie de dire qu'effectivement, pour le Vatican et pour Benoît XVI, il n'y avait pas meilleur lobbyiste auprès de l'État français que Patrick Buisson. Comment Nicolas Sarkozy s'est-il laissé convaincre par cette droite catho-réactionnaire? Est-ce que c'était une adhésion personnelle ou une stratégie électorale? Il y a un livre qui avait été écrit par nos consoeurs Vanessa Schneider et Ariane Chemin du Monde sur le mauvais génie, qui raconte bien aussi l'emprise finalement de Patrick Buisson sur la présidence Sarkozy. Et je pense que Patrick Buisson, il a aussi su s'infiltrer dans les failles narcissiques d'un Nicolas Sarkozy qui perdait du terrain, et ça a été le conseiller qui l'a rassuré avec ses études d'opinion en disant qu'il y avait une ligne politique qui suscitait l'adhésion, etc. Mais il est évident que cette ligne politique-là, et cette stratégie, elle ne peut être mise en œuvre que parce qu'il y a une adhésion idéologique. Nicolas Sarkozy ne l'a pas fait contre ce qu'il pense quand il a accepté finalement d'adhérer à la ligne identitaire et cette stratégie. C'est évidemment qu'il ne pensait pas le contraire, et que peut-être sans doute avant il avait
lui-même conceptualisé une ligne plus flottante pour remporter l'élection présidentielle. Donc je pense que les intérêts idéologiques et tactiques du moment se sont réunis autour de Patrick Buisson. Alors, on a du mal à imaginer un imam murmurer à l'oreille d'un Nicolas Sarkozy, d'un Bruno Retailleau, enfin, ou bref. En tout cas, cette enquête, elle arrive au moment même où on nous parle beaucoup d'entrisme des frères musulmans. C'est une façon de noyer le poisson, finalement. En fait, ce qu'on s'est dit, c'est que effectivement, on aurait remplacé les évêques, et il y en a d'autres qu'on cite dans cet article, par des imams, ou des pasteurs ou des rabbins. Eh bien, ça serait un scandale national. Il y aurait peut-être des demandes de commission d'enquête sur des atteintes à la laïcité, etc. Et c'est vrai qu'au moment même où il y a une nouvelle offensive, hein, c'est pas la première fois, mais sur les questions de l'entrisme des frères musulmans, portée justement, et cette offensive-là étant portée par Bruno Retailleau, qu'on retrouve en fait dans cette enquête, parce qu'on se rend compte qu'à l'époque, Bruno Retailleau, politiquement, c'est un bébé, mais il est évoqué quand même dans les échanges. Chercher, Bruno Retailleau. Ils vont le chercher au moment de l'élection présidentielle. Louis Dragnel, qui est donc à l'époque un conseiller du ministre de l'Intérieur Claude Guéant, qui travaille donc à la place Beauvau et qui est aujourd'hui un des piliers de l'Empire Bolloré médiatique. En tout cas, il est donc rédacteur en chef à Europe 1 et au Journal du Dimanche. Et donc Louis Dragnel, en fait, dans un échange avec Camille Pascal, dont nous avons parlé tout à l'heure, dit dans l'entre-deux tours de l'élection présidentielle, en fait, il faut qu'on muscle notre stratégie vis-à-vis des cathoréaques et donc qu'on fasse monter Bruno Retailleau, avec tout le symbole que ça représente. Bruno Retailleau, ancien militant de Philippe de Villiers, vendéen, catholique, conservateur. C'était le personnage parfait, finalement. Voilà, et donc on le fait monter au cours de cette campagne. Et d'ailleurs, Bruno Retailleau va ouvrir le dernier meeting de campagne de Nicolas Sarkozy au Sable d'Olonne en 2012. Et donc, c'est très intéressant finalement de voir que ce type d'acteurs politiques avec cette formation idéologique-là qui ont développé et ont participé au développement de telles stratégies se retrouvent en responsabilité des années plus tard ministre des cultes, parce que Bruno Retailleau, en étant ministre de l'Intérieur, il est aussi chargé des cultes, ayant des grands discours sur la laïcité et pointant effectivement la question de l'entrisme des frères musulmans à travers un rapport qui est très controversé par ailleurs par tous les spécialistes du sujet. Mais par contre, qui est un rapport et qui n'est pas une enquête comme celle que vous avez menée. Oui, voilà. Et puis encore une fois, voilà, au niveau académique, on a bien vu les réactions qu'a suscité ce rapport, et c'est intéressant du coup de mettre effectivement en miroir avec les stratégies réelles qui ont été développées au sein de la présidence de la République. C'est tentaculaire tout ça, mais est-ce qu'on peut dire que c'est un peu chapeauté par l'écosystème Bolloré ? Oui, en fait, je pense que le risque, justement, ce serait de penser que c'est tentaculaire et trop gros, finalement, pour être analysé. En fait, en réalité, on se rend compte qu'il y a quelque chose de très rationnel et de facile à comprendre, à considérer qu'on a accès à cette matière-là. Sinon, effectivement, on n'y voit rien. C'est du travail de lobbying, donc c'est fait hors champ. Et ces éléments-là, ils n'avaient évidemment jamais vocation à être mis dans le débat public. Mais on se rend compte qu'au sein de la droite française, comme de l'Église catholique, finalement, il y a des lignes de fracture très fortes, et que effectivement, la vision buissonnienne finalement et l'approche buissonienne de la stratégie politique, aujourd'hui, en fait, elle est très assumée par les deux acteurs dont je parlais tout à l'heure, Vincent Bolloré et Pierre-Édouard Stérin, qui sont à la fois sur des mêmes lignes politico-religieuses et des conceptions et des stratégies métapolitiques. Dans le champ institutionnel, donc on va aider évidemment des candidats au moment des élections, etc., mais pas que sur le champ partisan en fait. Aussi dans l'Église catholique, par exemple, on mesure quelle a été la campagne des médias Bolloré au moment de la succession du pape François, pour essayer de pousser finalement la candidature d'un cardinal guinéen qui est Robert Sarah, qui est tenant de cette ligne traditionnaliste, qui est justement proche de tous les acteurs dont on parle tout à l'heure,
qui est édité par les médias Bolloré. Tous ces livres sont produits par Nicolas Dia, qui est un bébé Buisson aussi, qu'on voit aussi dans cette enquête. Et donc on voit aussi qu'ils investissent ce champ-là, et c'est pour ça que je parlais de caractère très contemporain, en fait. Et on voit que depuis finalement les années 2011-2012, ce camp politique s'est organisé, a gagné en puissance, y compris en puissance financière. Et en même temps, c'est intéressant de se placer parfois de leur point de vue, par exemple de voir leurs inquiétudes que la conférence des évêques bascule à gauche dans leur propre perception de la réalité. On a toujours, et je pense que c'est l'une des forces de l'extrême droite, de toujours imposer un récit de conquête, de victoire, ils installent toujours l'idée qu'ils sont en train de gagner la bataille culturelle. Et ben on se rend compte à travers ce genre d'informations qu'en fait, de leur point de vue, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Alors, ce que vous expliquez, c'est que ça a commencé avec Sarkozy, que ça continue d'ailleurs avec Bruno Retailleau. En lisant votre enquête, en fait, tout s'explique parce que Caroline Pascal, qui est la femme de Camille Pascal, donc la plume de Nicolas Sarkozy, grand ami de Patrick Buisson, est la numéro 2 du ministère dirigé par Elisabeth Borne. Elle a été mise en cause pour avoir interrompu la BD de Jules qu'on a reçue d'ailleurs sur ce plateau, qui se demandait, qui ne comprenait pas pourquoi sa BD officiellement actée pour être donnée aux enfants de CM2 ou de 6e à la rentrée scolaire. Finalement, après publication, ça a été arrêté. C'est Caroline Pascal qui a été mise en cause dans cette histoire. En fait, c'est donc une haut fonctionnaire, la fonctionnaire la plus puissante du ministère de l'Éducation nationale. Et ce n'est pas juste l'épouse de Camille Pascal, c'est aussi à elle que Camille Pascal fait relire ses discours. En même moment qu'il les fait relire à Patrick Buisson, il lui dit « Tu seras mon second lecteur ». Finalement. Parce que Caroline m'a relu avant, donc elle est sur une même approche idéologique, et c'est très intéressant parce que Caroline Pascal, avant d'être numéro 2 du ministère, elle était chef patronne de l'inspection générale du ministère de l'Éducation nationale, et c'est notamment sous sa direction que le rapport sur l'établissement catholique sous contrat Stanislas, qui a fait tant de bruit, a été modifié. C'est-à-dire que les conclusions du rapport ont été quand même, et ce qui est proprement hallucinant et gravissime, ont été modifiées à l'insu des inspecteurs pour protéger l'établissement, notamment en concluant au fait qu'il n'y avait pas d'ambiance homophobe ou sexiste ou raciste dans l'établissement. Et donc Caroline Pascal, elle a été auditionnée dans le cadre du scandale Betharam et de la commission d'enquête menée par le député Paul Vanier et Violette Spilbou. Et elle a été mise en cause en fait pour son travail sur le scandale Stanislas, et comme vous l'avez rappelé, sur la bande dessinée de Jules, qui était une version revisitée, contemporaine de La Belle et la Bête. Et quand même, ce qui est hallucinant, c'est que tout avait été validé, et tellement validé que la ministre Elisabeth Borne avait déjà rédigé l'éditorial qui allait accompagner cette bande dessinée, et au dernier moment, les 800 000 exemplaires ont été jetés, la commande annulée, ce qui a provoqué énormément de questionnements sur l'origine de cette décision. Et aujourd'hui, on se rend compte que donc, à la tête de l'administration de l'Éducation nationale, eh bien, on a Caroline Pascal qui est dans cette matrice idéologique-là. Pourquoi la gauche, les médias, on sait qu'ils sont à la botte de Bolloré, les syndicats n'ont pas identifié ou dénoncé à temps cette captation idéologique, en fait, par complaisance, par aveuglement, par peur ? Simplement, sur les médias, ils ne sont pas qu'à la main de Bolloré. Ils sont, par exemple, Patrick Buisson, je le disais, il travaillait pour le groupe Bouygues, auquel il a rendu énormément de services aussi. Bouygues, c'est TF1, LCI. Donc on voit bien que ce champ, par ailleurs, la captation des médias, notamment audiovisuels, par les milliardaires, donc en fait, à quel point idéologiquement aussi ça pose ce type de problème. Donc il est évident que ces médias-là, non seulement ne reprennent pas les informations, mais n'ont pas enquêté. Et donc, c'est aussi la difficulté, du coup, pour les syndicats, pour le mouvement social, pour le public, en fait, d'avoir connaissance de ces informations. C'est-à-dire qu'on peut avoir des intuitions. Et les syndicats ont, par exemple, des questionnements. Je pense à l'Éducation nationale. Le rôle de Caroline Pascal, il est régulièrement interrogé, questionné au moment du scandale Stanislas, quand même. Elle a pris
y compris la parole publiquement pour défendre l'établissement, ce qui est quand même un petit peu étonnant quand on est à la tête d'une inspection. Et donc il y a eu à ce moment-là des questionnements, mais c'est vrai que tant qu'on n'a pas le dessous des cartes, en fait, on peut partir qu'en conjoncture, en interprétation. Et là, en fait, ces documents-là, ils permettent j'ai envie de dire, de classer les choses et de mettre les wagons dans le bon sens, quoi. Alors, vous avez rédigé cette enquête en vous appuyant sur des SMS, sur des mails, vous l'avez dit, mais également sur des enregistrements audio. J'ai lu cette enquête, pas en tant que journaliste, mais en tant que simple citoyenne, et j'ai eu envie d'une chose, c'est d'avoir accès à ces audios. Est-ce qu'un jour, on pourra les écouter ? Alors nous, c'est vraiment notre approche à Mediapart, c'est que on diffuse des enregistrements et ça nous arrive. Hein, pour nous, c'est un matériau d'enquête comme les autres et on se bouge pas le nez. Hein, on récupère tous ces éléments, les analyse, on les diffuse que s'il y a un intérêt en termes d'information majeur. Avec le son, etc. Je prends un exemple, c'était au moment des enregistrements de l'affaire Benalla. On les a diffusés parce que dans les tons de la voix, dans les choses au-delà de l'information que pouvaient contenir ces enregistrements. Donc là, nous, on travaille sur cette base de données, en fait, l'ensemble de ces éléments pour extraire vraiment ce qui est, j'ai envie de dire, vraiment la moelle en fait, de l'information et de ce qui peut intéresser le public. En plus, on est face à un acteur principal de ce dossier qui est décédé. Et donc on fait pas, on fait les choses consciencieusement et on ne s'amuse pas à diffuser comme ça à perte et volo des enregistrements ou à diffuser des mails et de ça. On a conscience que ce sont quand même des choses très intimes, très personnelles. Et donc l'idée pour nous, c'est plutôt de réussir à travers ce matériau-là à dégager des informations qui sont impactantes et surtout qui nous permettent de documenter ce qu'a été cette période et ce qu'elle est devenue. Antoine Rouget, merci d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir éclairé sur cette enquête de Mediapart. Vous l'avez menée avec votre camarade, Fabrice Arfi. Donc une enquête à retrouver sur votre site internet. Merci beaucoup. Merci à vous.